15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité, auteur, compositeur et interprète des tubes Encore, Les Figures Imposées, mais aussi Julien. Martin Rappeneau s'est très vite imposé sur la scène française avec une voix et un talent unique. Il a depuis travaillé en silence pour les autres, mais il revient en solo après 13 années d'absence pour son 4e album. Il sortira le 7 avril prochain et il s'intitule Une histoire à décortiquer. L'occasion comme toujours de découvrir notre invité sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Martin Rappeneau. Bonjour. Est-ce que j'ai tout bon jusque-là ? Ouais, c'est quand j'entends le chiffre 13 ans d'absence, j'ai envie de partir en courant en hurlant, mais c'est comme ça, c'est la vie. 13 ans d'absence en tout cas en tant que chanteur solo, mais pas 13 ans d'absence sur la scène évidemment, mais on va y venir. Absolument. Alors c'est un bonheur déjà de vous retrouver. J'ai beaucoup écouté pendant très longtemps vos titres. Vous avez beaucoup marqué la scène française. Pour ceux qui l'auraient oublié, on va faire quand même une séance rattrapage. Martin Rappeneau, c'était ça. Mais aussi ça. Et moi qui nous croyais inséparables, ce reflet c'était les larmes, ces mots étaient silence, mon mal était patience. Je vous regarde, Martin Rappeneau, vous fermez les yeux, vous écoutez. Je sens le perfectionniste en vous, hein. Celui qui prend le temps, ouais, qui écoute. je réécoute jamais mes morceaux, donc là, d'un coup, je les réentends. J'ai dit, ah oui, tiens, mais là, les cordes arrivent quand ? Non, c'est pas le refrain avec les cordes, c'est celui d'avant. Bon, bref, je pose des questions de musicien en écoutant. Bravo. Ce joli duo avec Marie Gillin sur les figures que l'on s'impose. Vous êtes, à mon sens, un des artistes français qui parle le mieux d'amour. On va y venir, bien sûr. Merci alors d'être mon invité aujourd'hui pour découvrir votre actualité autour de ce nouvel album intitulé Une histoire. Un album tant désiré, tant attendu, dont nous allons bien sûr parler. Mais d'abord, 13 ans, c'est long. Pourquoi si long ? En sortant mon 3e album qui avait moins bien marché que les 2 précédents, un moment où le métier de la musique était vraiment en train de changer, je me suis posé des questions à la fois personnelles, professionnelles. Il y avait un changement de maison de disque pour moi. Je me retrouvais pas exactement dans ce qui se passait et dans le métier et le retour que j'avais sur l'album. Donc, petite crise de foi. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé à faire de la musique de film, qui m'a entraîné dans un métier que je pense que j'avais aussi en moi, ce mélange du cinéma et de la musique, de par aussi ma famille, puisque mon père est metteur en scène, peut-être qu'on y reviendra. Et donc quand on m'a proposé ce premier film, qui était une comédie romantique, au début je savais pas si je devais le faire ou pas, puis je l'ai fait. J'ai pris tellement de plaisir à le faire, puis après les films se sont un peu enchaînés. Et en plus je sais qu'au fond de moi, j'avais justement dans l'idée par rapport à mon père, je savais qu'il allait faire sans doute un film dans quelques années, au moment où j'ai commencé à faire de la musique de film, et je me dis, il faut que je travaille, que je fasse mes preuves, parce que ce qui serait merveilleux, c'est qu'on fasse un moment un film ensemble, moi la musique et lui le film, ce qu'on a fait quelques années plus tard aussi. Donc ça m'a un peu éloigné de me mettre en avant en tant que chanteur. Par contre, je mettais beaucoup de chansons de côté, ce qui à un moment est devenu, à un moment, il y a eu tout un lot de chansons et qui ont raconté quelque chose et qui ont donné cet album. Qui ont parlé donc d'une histoire, une vraie. Oui. On va en parler dans un instant, mais d'abord, on va découvrir le début dont vous venez de nous parler, finalement, en filigrane, toujours le début. Martin Rappeneau, vous êtes né le 5 avril 76 à Neuilly-sur-Seine. Vous êtes le fils, vous nous l'avez dit, du cinéaste Jean-Paul Rappeneau et de Claude-Lise Cornélie. J'ai eu du mal à trouver le nom de votre maman. Oui. Vous avez un frère aîné, Julien, qui a suivi aussi les traces de votre papa en devenant scénariste, et vous avez grandi donc dans une famille d'artistes qui vous a sans doute beaucoup inspiré, sauf que vous n'avez pas suivi tout à fait les traces au départ, puisque vous, c'était la musique. Moi, c'était la musique, très vite, c'était une évidence. Il y a en tout cas une révélation à l'adolescence. Je dis toujours que l'amour de la musique, l'amour profond de la musique vient avec les hormones. Et il y a quelque chose comme ça de passionnel qui se met en place. Et moi, voilà, les Beatles, Bowie, puis après la chanson française, Berger, Souchon, Woolsey, Barbara, Gainsbourg. Mais tout ça donc en boucle dans ma tête. Et puis je voulais faire partie d'un groupe de rock à l'école. Donc la seule place qui était disponible, c'est celle de pianiste.
Donc j'ai demandé un clavier électrique pour Noël, un clavier Nova, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, je sais que ça s'appelait encore comme ça. Et en fait, en un mois et demi, tout le monde était un peu dubitatif. Bon, on lui, voilà, mais de toute façon, il s'y mettra pas. On le connaît. Et en un mois et demi, 2 mois, je savais jouer tous les morceaux que je voulais. Il y avait j'ai compris l'instrument, j'ai compris l'harmonie très vite. C'est comme si c'était déjà en moi. C'était assez mystique. Donc à ce moment-là, vous êtes 100% autodidacte. Oui. Vous écoutez, vous réussissez à reproduire. D'ailleurs, tout à l'heure, quand vous avez fermé les yeux, on sent qu'il y a ce côté besoin d'entendre, peut-être pour retranscrire et imaginer les choses. Donc, la musique, vous la choisissez, mais quand même, vous allez faire des études de droit. Vous allez chanter, composer, et vous allez vous exercer, bien sûr, dans les pianos-bars. Il y a aussi une autre influence, peut-être plus enfantine, des compositeurs de votre enfance, comme Michel Legrand, que vous avez vu travailler pour votre père. Alors, je l'ai pas vu travailler Michel Legrand parce que j'étais encore trop enfant. Non, par contre, il y a une chose, c'est que quand j'avais 6 ans, je crois, j'ai été à la projection de Tout feu, tout flamme, un film de mon père, avec Yves Montand et Isabelle Adjani. Et le générique du début était composé, la musique du film a été composée par Michel Berger. Et j'ai un souvenir très précis du thème de ce film qui est merveilleux, le thème de Tout feu, tout flamme, qui est un thème que les fans de Berger adorent d'ailleurs, un thème piano-corde. Et je sais que ça a été un choc et une influence pour moi, un moment assez charnière, de me dire, mais la beauté de cette musique m'avait touché déjà à cet âge-là. On ressent d'ailleurs cette influence, vous allez me dire si je me trompe, dans un titre à vous qui s'appelle Poupée russe. De Berger? Ouais. J'ai senti cette petite patte de Berger dans ce titre-là. Elle est là. Ce que je raconte quand on parle de Berger, parce qu'en fait, il est un peu le maître étalon du songwriter au piano en France. Et c'est vrai que son œuvre est absolument merveilleuse, voire inégalable. Mais ce que je raconte aussi, c'est qu'en fait, j'ai sans doute écouté aussi les mêmes choses que lui. J'ai l'amour des mêmes musiciens que lui, à la fois de Gershwin pour le jazz, mais aussi donc évidemment les Beatles, Elton John. Et donc tout ça fait un peu le même mélange aussi, parfois dans l'harmonie, le rythme que je retranscris moi dans mes compositions. Et dans les Français, je crois que vous aimez aussi Michel Polnareff ou encore William Scheller. Bah oui, tous les grands pianistes, songwriters français, je les aime beaucoup. Quand j'ai commencé à vouloir découvrir beaucoup de musique, je regardais qui étaient les pianistes d'abord avant de savoir même ce qu'ils chantaient, qui étaient les pianistes chanteurs. Et Scheller, très très grande influence. Oui. Ça, c'est un truc qu'a fait aussi, je crois, Vladimir Cosma dans mes souvenirs. Lui qui aime tant la musique, il aimait aussi aller chercher qui avait fait telle ou telle musique avant même de s'y mettre, avec donc cette volonté d'avoir cette culture musicale avant tout. Votre truc, c'est le piano. Est-ce que vous allez vous former au conservatoire, par exemple? Pas du tout. J'ai pris une voie totalement autodidacte. Alors en travaillant beaucoup mon harmonie chez moi et en relevant absolument tout comme je faisais. Comme j'ai été pas mal pianiste de bar, entre mes 17 et 21 ans, je crois, et ben en fait, il fallait que j'emmagasine un nombre de chansons spectaculaires. Donc j'ai en tête, et je les ai encore en fait, genre entre 300 et 400 chansons, je connais les harmonies par cœur, je peux les jouer, on me les demande et je les joue, j'ai pas besoin des partitions. Et ça m'a créé une base musicale qui est en moi de manière presque inconsciente. Ce qui je ne sais pas ce que ça donne pour la composition, mais je pense que ça apporte quelque chose à ma musique. Cette musique, au départ, je ne sais pas comment vous allez la définir, mais en tout cas, il va se passer quelque chose dans votre vie, Martin Rappeneau. Vous allez faire une rencontre. Un jour, à une terrasse de café, vous avez 23 ans. C'est une rencontre qui a un petit peu transformé, peut-être, vous allez me dire ou pas, votre musique, mais en tout cas, votre envie qui devient réalité. C'est Sinclair. Oui, il avait sorti un album l'année d'avant ou la même année où j'ai rencontré, qui s'appelle La Bonne Attitude, où justement il m'a raconté plus tard qu'il avait cette ambition de l'harmonie et du rythme, il était au début un truc un peu rock funk, les albums d'avant, et cet album-là, il y avait une volonté de mélodie, alors qu'on voyait quand même quelqu'un comme un espèce de rocker, un funky boy, et donc, ça m'avait interpellé cet album. Donc, quand je l'ai croisé par hasard, j'ai été le voir pour lui en parler, en lui disant, voilà, moi, je fais des chansons, c'est mon ambition, j'ai ça, là. Puis, il m'a écouté, je parlais encore plus vite que maintenant. Et il m'a dit, envoie-moi une cassette. À l'époque, c'était des cassettes de tes maquettes. Et puis, je te dirai. Et je lui ai envoyé et il m'a rappelé. C'était quoi sur la maquette?
Il y avait déjà les figures imposées. Ouais. Et puis il y avait des chansons qui n'ont jamais après vu le jour, mais qui étaient pas mal, mais qui je pense n'étaient pas pour moi au niveau. Mais il y avait quand même dedans, il a compris quelque chose. Mais les chansons les figures imposées, je sais que celle-là lui avait tapé dans l'œil. Et bien justement, on est en train de l'écouter. 3 ans plus tard, en 2003, alors Martin Rappeneau, vous enregistrez votre premier album, La moitié des choses, produit par Sinclair. Vous vous faites un nom, notamment avec cette chanson Les figures imposées que vous chantez en duo avec Marie Gillin. L'amour et la vie au programme. Sur la forme, vous allez mélanger plusieurs influences, peut-être pas sur ce titre-là au départ, mais vous allez créer une patte que je trouve tout à fait singulière, puisque vous stimulez de la dramaturgie musicale à un rythme entêtant funky, une musique que je dirais un peu schizophrénique et addictive, puisqu'on est triste et heureux en même temps. Ouais, c'est la définition de la mélancolie. C'est comme il y a Souchon qui dit une jolie phrase, il dit souffrir de se souvenir. Mais c'est la joie aussi. Ça fait à la fois souffrir, en même temps c'est merveilleux de se rappeler des choses qui nous rendent tristes. C'était heureux, mais c'était avant, c'est fini, mais c'était bien. Et cette pulsion de vie, j'essaie de la traduire en musique et j'essaie toujours dans mes chansons, même dans les figures imposées qu'on entend là, le piano il faut toujours qu'il y ait une pulsation. Et pour moi, c'est très important qu'il y ait une pulsation, même quand il n'y a pas de batterie. C'est ça. Et la pulsation, on va l'entendre avec ce titre-là qui s'appelle Encore, que j'aime particulièrement, je dois vous dire. Alors j'ai tellement écouté votre premier album, Martin Rappeneau, que je sais plus si cette chanson elle a connu un grand succès ou si c'est dans ma tête qu'elle était très forte. En fait, je crois que c'est dans votre tête, mais parce que il y a des chansons qui sont devenues des succès un peu après, mais voilà, avec un petit groupe enfin pas un petit, il y a vraiment un groupe d'aficionados de ces chansons-là, mais ça n'a jamais été des tubes qui sont devenus des gold. Est-ce que cette chanson qui s'appelle Je mens comme elle respire, elle a connu un gros succès ou pas, ou c'est dans ma tête aussi? C'est dans votre tête. Malheureusement, c'est dans votre tête. Mais c'était un très bon premier album. Bah oui, mais ce que vous dites, par contre, ça répond à une ambition qui est la mienne et qui était aussi celle des producteurs de l'album Sinclair et Jean-Claude Grenassia, le fils de Enrico Macias, qu'on embrasse. Qui est un musicien merveilleux. Et c'était de faire que ce soit dans ma tête ce que j'appelle des instant classiques en anglais, c'est-à-dire que ce soit comme si c'était des classiques immédiats. Même si ça ne vient pas des tubes, je veux qu'il y ait dans mes chansons, mais même pour le nouvel album, une volonté d'en faire des potentiels classiques. Et bien en tout cas pour moi ce sont des classiques, ces 3 titres que l'on vient d'entendre. Vous voyez, je suis incapable de vous dire s'ils ont connu des gros tubes ou si moi je les ressens comme des gros tubes. En tout cas un tube qui est clair, c'est Julien, avec un deuxième album en 2006, Martin Rappeneau, sur cet album qui s'appelle L'âge d'or. Cette chanson Julien, elle cartonne, oui. Elle est plus pop, on peut dire ça comme ça ou pas? C'était aussi, l'album est plus pop, je l'ai fait en Angleterre avec des producteurs anglais. Il y avait une volonté justement un peu moins soul funk, un peu moins soul, mais toujours la mélodie en avant quand même. Et un peu plus anglais. J'ai très envie de connaître la genèse de cette chanson qui porte quand même le nom de votre frère. Ouais, alors elle s'appelait avant, c'était un texte, il y avait un bout de texte avec ma coparolière qui s'appelait Je revois Nicolas. Elle l'avait écrit pour elle, d'un point de vue féminin, aujourd'hui je me prépare, je me maquille car je revois Nicolas. Et j'aimais beaucoup cette idée de cette fille qui se prépare pour revoir son ex. Je dis mais est-ce que ce serait peut-être pas mal en fait de cette scène est vue du point de vue de son actuel petit habit. Et elle lui dit non mais t'inquiète pas, et donc on a réécrit ensemble la chanson. Et je trouvais que le prénom Julien, d'un coup, musicalement passait mieux. Et en fait, il y a comme un clin d'œil aussi au prénom de mon frère. Alors, il n'a pas le beau rôle dans la chanson. On lui demande souvent, mais alors c'est toi dans la chanson? Je dis non. Il me dit, mais non, j'ai quand même pas piqué la meuf de mon frère. Il dit, non, c'est quand même pas la vraie raison de l'histoire. Un 3e album ensuite, en 2009, 1800 désirs, avec le premier single Sans armure, que j'aime beaucoup aussi, où le piano est moins privilégié, ou du moins la guitare prédomine. Vous changez encore une fois d'univers, vous adoptez un rythme. J'ai observé Martin Rappeneau à ce moment-là de 3 ans de gestation, oui. Sur 3 albums, et puis contre toute attente, contre toute logique, l'élan se brise net. Ce que vous nous avez dit un petit peu tout à l'heure, vous mettez fin à cette carrière de chanteur, vous la mettez sur pause pour une durée indéterminée, et vous décidez alors de vous consacrer à d'autres et surtout au cinéma. En contentant sans doute votre âme d'enfant qui écoutait les musiques de Legrand ou les musiques d'autres chantées dans les films de votre père. Et donc il y a
Cette bande originale de Belle Famille, ce film qui est joué avec notamment Gilles Lelouch et André Dussolier, là certes, c'est la musique que vous composez pour la bande originale du film Belle Famille de votre papa, mais il y a eu bien d'autres films avant qui sont arrivés, vous nous l'avez dit tout à l'heure, et où on est venu vous chercher. Oui, le premier en fait qui est venu me chercher, c'est un univers qui est un peu éloigné du mien, c'est Olivier Barou, l'Olivier de Cadet Olivier, mais qui a une très grande culture musicale et qui est un très grand fan de pop et qui a beaucoup aimé le premier album, qui aime beaucoup la mélodie. Et il m'avait dit après un concert où il était venu, il m'a dit écoute, quand je ferai un film, je t'appellerai. Je lui ai dit c'est ça, bien sûr. Il l'a fait. Et il l'a fait. Une comédie qui s'appelle Ce soir je dors chez toi, avec Jean-Paul Rouve et Bénédicte Doutet. Et c'est un film qui est à la fois qui est vraiment charmant, une comédie romantique assez classique, mais avec une volonté d'Olivier dans les films de mettre toujours beaucoup de moments musicaux, entièrement musicaux. Ou entièrement musical, je ne sais pas, j'appellerai ma prof de français, mais et c'est un grand privilège pour un compositeur de musique de film. Pour son premier film, il y avait au moins, 3 passages du film où la musique avait quasiment le second rôle, voire le premier rôle sur les images, pas de dialogue, que de la musique. Et j'ai adoré ça et travailler avec lui. Et après, grâce à Olivier, il y a eu notamment la fameuse saga Les Tuches, qui a été. Vous avez fait les 3. J'ai fait les 4 parce qu'il y en a 4. Le 4e. Et là encore, enregistrement à Abbey Road, musique symphonique, une grande joie et un très grand succès. Et quand on participe à un grand succès comme ça, il y a une vraie satisfaction de se dire, est-ce que la musique participe, comme moi j'ai une vraie volonté populaire dans ma musique, de participer à un grand succès populaire, c'est très rassurant et c'est un grand plaisir. C'est jouissif, bien sûr. Oui. Vous allez donc réaliser plus d'une vingtaine de bandes originales, de séries, téléfilms, de films d'Olivier Barou, vous l'avez dit, comme Ce soir je dors chez toi, mais aussi Safari, l'Italien avec Cadmerade également, Les Tuches et les films suivants, mais aussi L'amour dure 3 ans de Frédéric Becbédé, les films de votre frère, Rosalie Bloom, Fourmi également, joué par François Damiens que nous écoutons, ou encore Le trésor du petit Nicolas il y a 2 ans. Beaucoup de comédies, des œuvres d'amitié, de famille, de fidélité par sollicitation, et cela vous a rempli un temps. Mais aujourd'hui, Martin Rappeneau, vous déployez votre âme de musicien aussi pour vous, après 13 ans, puisque vous revenez avec un album rien qu'à vous. Oui, en fait, je n'ai jamais arrêté de composer des chansons et d'en avoir, mais je ne savais pas très bien quoi en faire. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas de lien entre elles. Je savais plus. Quand on tombe de cheval, on dit il faut vite remonter. Comme j'avais arrêté de chanter, je savais plus très bien dans quel sens les mettre. Enfin, est-ce que celle-là est bien, mais est-ce que ça raconte vraiment quelque chose? Et à un moment, entre les paroles, la musique, j'ai eu l'impression que ces chansons racontaient justement une histoire. Et c'est très important de se raconter une histoire quand on fait un disque. Et bien justement, on y vient à cette histoire où il a fallu la raconter, reprendre à zéro évidemment, coucher les mots un peu à gauche, un peu à droite, quelques mots par-ci par-là, pour créer une histoire que vous allez nous raconter, nous livrer maintenant avec ce titre-là bien sûr. Mais quelle histoire, Martin Rappeneau? J'ai envie de savoir si elle est aussi autobiographique, cette histoire. Oui, il y en a. Toutes les chansons sont toujours. Je trouve que les bonnes chansons doivent être sincères, honnêtes et avoir une part d'autobiographie en quelque chose qu'on ressent intimement. Et l'album, notamment cette chanson qu'on entend là maintenant, avec un texte de Rose, Keren Rose, qu'on a reçu et qu'on embrasse. Oui, formidable auteure et formidable compositrice et chanteuse et amie. Et c'est la chanson qui a été le vrai déclic. J'avais le début du texte. Maintenant que ma vue se trouble et que les années comptent double. Et je me disais, tiens, je pense avec la mélodie, mais je lui ai chanté la mélodie, chanté ses phrases, elle a adoré la musique, elle m'a envoyé le texte ce soir même. Et tout n'était pas encore là, il manquait les refrains, mais il y avait des phrases extraordinaires, notamment « Dis-moi ce qu'il reste de moi ». Et cette phrase-là a été pour moi la boussole du reste de l'album. C'est marrant parce que quand je vous entends et que j'ai entendu cette phrase, j'ai pensé à Rose tout de suite. Ah oui, je la vois très bien écrire ça, je la connais bien, donc forcément, j'ai beaucoup écouté ce qu'elle fait et puis on l'a reçue, donc je la connais maintenant. Dans ce titre Maintenant, vous dites aussi maintenant je n'ai plus peur. Vous voyez ce lapsus. Maintenant que ma tête est pleine. On sent qu'il y a quand même une acceptation de quelque chose. De quoi? Ça s'est accepté qu'un grand bout de chemin a été fait. Et l'album, en fait, raconte un peu toujours sur chaque chanson cette chose.
maintenant que, justement, quand on a tant vécu de choses, est-ce qu'on peut encore se réinventer ? Comment recommencer à zéro quelque chose ? Quand on finit une histoire d'amour si importante, est-ce qu'on peut encore avoir la force, l'élan nécessaire à en rebâtir une ? Sur quelle base ? Et chaque chanson est un peu comme un mini-film ou une mini-sensation de cette même sensation, du recommencement et de savoir ce qu'il reste de soi. Des séquences d'émotions, 9 titres qui, à mon sens, ont beaucoup d'émotions. Ces émotions, c'est ces 13 années passées, j'imagine, avec cette rupture dont vous nous parlez en filigrane, là, très brièvement, mais qui a l'air d'être importante pour vous. Cet album, dites-vous, c'est la nostalgie en mieux, Martin Rappeneau ? Oui, c'est d'une nostalgie en mieux. C'est une phrase de Amanda Sterz qui a coécrit le texte Une histoire. Elle a trouvé cette formule, la nostalgie en mieux. Je trouve quand elle l'a trouvée, elle m'a dit, tu vois, cette phrase-là, à mon avis, ça devrait être le slogan de ton album. Et c'est vrai que il y a de ça, c'est d'essayer de revenir à la fois sur soi, ne pas s'apesantir, ne pas se dire bon finalement c'était mieux avant, mais je fais mes albums là, ça ressemble peut-être à mes chansons d'avant, mais non, il faut que ce soit en fait ce goût ces souvenirs du passé, mais il faut aussi le dépasser, justement, dépasser le passé, très très joli, et essayer de viser toujours encore le ciel et mieux. Il y aura toujours des étoiles, le vent pour mettre les voiles. C'est ce qu'on va devoir faire aussi, Martin Rappeneau, en venant vous voir le 12 avril, justement. Ce sera aux étoiles. Oui, absolument, la salle des étoiles, et le concert est complet. Je suis ravi. On a juste mis une petite annonce sur les réseaux et il s'est rempli d'un coup. Donc j'ai compris qu'il y avait quand même des gens qui étaient en attente. Ouais, c'est notamment ce que vous me dites, vous. Je le ressens vraiment, et puis moi je le vis. Je suis très heureuse de vous avoir en face de moi. Vous serez aussi en concert au Café de la Danse. Ce sera le 27 septembre prochain. Vous êtes, j'imagine, très heureux vous aussi de retrouver la scène et votre public qui est au rendez-vous. Je sors de répétition ce matin avec les musiciens et c'était extraordinaire de répéter avec eux, de rejouer les morceaux, de trouver les bonnes formules. On est piano, basse, batterie, et d'ailleurs ma voix est un peu voilée parce que j'ai chanté toute la matinée, mais c'est un immense plaisir. Est-ce que vous avez craint qu'on ne vous attende pas puisqu'on écoute le titre Attendez-moi? Oui, ce titre-là, Attendez-moi, qui est le premier titre que j'ai sorti de l'album. Oui, il y a toujours cette crainte. Quel que soit le moment où on en est de sa vie artistique, c'est la peur qu'on a tous, tout artiste. L'avenir le dira. En attendant, vous êtes là parce que vous dites attendez-moi. Restez avec nous. On continue cette émission avec Martin Rappeneau pour son album Une histoire. Il sort le 7 avril prochain. Son concert aura lieu aux Étoiles le 12 avril et aussi au Café de la Danse le 27 septembre prochain. Dans un instant, on poursuit également cette émission avec nos chroniqueurs qui nous rejoignent. Tout de suite, un tout petit peu de musique et le rappel des titres sur Radio J. À faire le beau, à faire le fort, à rêver trop grand mon décor. J'ai d'abord fait du mal. Attendez-moi quand vient la nuit, mes idées noires, quand dans mes écarts je ne suis plus là. Attendez-moi, j'en ai trop fait, des faux départs, mais sans vendre attendu, je serais perdu quelque part. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Sur Radio J, bonjour et bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Tout de suite, le rappel des titres avec Eva Soto. Bonjour Eva. Bonjour Cyrielle, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité en Israël, c'est la grève générale lancée par le plus puissant syndicat du pays, la Histadrout, qui rentre dans la danse donc pour protester contre la réforme du système judiciaire. Résultat, aujourd'hui, plus d'avions à l'aéroport Ben Gourion, plus de crèches et d'écoles, même les centres commerciaux ferment tous un à un. La Histadrout qui est donc rentrée dans la danse, et l'histoire politique d'Israël a un tournant aujourd'hui, puisque c'est aussi une Arlésienne du nom de Binyamin Netanyahou. Depuis ce matin, il a déjà reporté plus de 4 fois son annonce de s'adresser aux Israéliens. Il
discute avec Itamar Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité nationale, qui lui appelle ses partisans et le camp nationaliste à manifester aussi devant la Knesset, le Parlement israélien, où les anti-réformes sont déjà rassemblés. Politique toujours en Israël avec le leader de l'opposition, Yair Lapid, qui qualifie Binyamin Netanyahou de danger pour Israël. Aux États-Unis, le conseiller à la sécurité nationale appelle le gouvernement à trouver un compromis au plus vite. À Londres, des Israéliens et des Juifs se sont retrouvés devant l'ambassade d'Israël à Londres hier soir pour protester. Et en France, le CRIF réaffirme son attachement absolu aux principes démocratiques de l'État d'Israël et à son unité. Le CRIF appelle le gouvernement Netanyahou à suspendre la réforme en cours pour rétablir au plus vite le calme et le dialogue avec toute la société israélienne. Dans l'actualité en France, J-1 avec une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites prévue demain. Dans un entretien à l'AFP, Elisabeth Borne annonce qu'elle rencontrera tous les groupes politiques le 3 avril prochain et que le fameux article 49.3 ne servira plus que pour les textes financiers. Et merci beaucoup Eva Soto, on vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause et c'est la suite de notre émission avec mon invité Martin Rappeneau et mes chroniqueurs qui nous rejoignent sur Radio J. Radio J. Radio J. Le 6-9, Ilana Ferradian. Bonjour Evital. Bonjour, Boker Tov, Shalom Ilana. On vous retrouve tous les matins à 6h47. Et oui, Ken, avec Mila, le mot du jour, Mila Beyom. Un cours d'hébreu à l'Ulpan Écuge, info sur écuge.fr. Grand jeu Radio J. Jusqu'au 2 avril, envoyez par SMS Radio J au 74 400 et tentez de gagner l'un des 30 bons d'achat de 50 € Spartou.com. Spartou, c'est plus de 10 000 marques, chaussures, vêtements et sacs. Envoyez vite Radio J au 74 400. 75 centimes d'euros par SMS. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Sur l'antenne de Radio J, merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, Martin Rappeneau, pour son album Une Histoire qui sort le 7 avril. Il sera en concert le 12 avril au bien sûr concert Les Étoiles et au Café de la Danse le 27 septembre prochain. Et dans cette partie d'émission, on va s'intéresser à ce que vous aimez, toute la culture du moment, Martin Rappeneau, et on part au théâtre. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Et tout de suite, Christophe Barbier nous emmène au théâtre pour parler d'Hamlet à l'opéra de Shakespeare à Ambroise Thomas, en passant également par Alexandre Dumas. Bonjour Christophe. Aujourd'hui, Cyrielle, je vous emmène à l'opéra, mais pour vous parler de théâtre. Plus précisément, de l'un des chefs-d'œuvre les plus universels du théâtre mondial, Hamlet, de William Shakespeare. Le grand Will n'est pas parti de rien, puisqu'il a importé cette histoire de la geste danoise, c'est-à-dire une légende médiévale scandinave qui racontait déjà le meurtre d'un roi par sa femme et par son frère, lesquels convolaient ensuite en s'asseyant sur le trône. Shakespeare lui a donné la profondeur métaphysique que l'on sait, résumée par la réplique la plus célèbre du héros « To be or not to be ». Mais ce vertige de l'interrogation sur l'identité et la vanité de l'existence, le fondement de l'humanité, a surtout interpellé notre époque. Les siècles précédents ont retenu d'abord de Shakespeare la noirceur de ses drames, la violence de ses héros et la fatalité tragique, sanglante, qui sert d'inévitable sillon au pouvoir. Où il y a une couronne, il y a du malheur. C'est ce qui a séduit, fascinante, les romantiques. Victor Hugo a poussé à l'ombre de Shakespeare. Alexandre Dumas a cherché à être le Shakespeare français. Et c'est lui d'ailleurs qui adapte pour la scène parisienne le texte shakespearien Hamlet, jamais joué dans sa version originale. Du conte médiéval gothique pensé par Alexandre Dumas, les librettistes Michel Carré et Jules Barbier, rien à voir avec ma famille, vont tirer un opéra qu'Ambroise Thomas met en musique au milieu du 19e siècle. C'est la dernière œuvre qui sera créée en 1868, avant l'ouverture de l'Opéra Garnier. On utilisait alors une salle rue Le Pelletier.
Ambroise Thomas, éclipsé de son vivant par Meyerbeer ou Charles Gounod, c'est la grande facture française. Une musique sans mélodie facile à l'italienne, sans architecture insondable à la Wagner, une musique sérieuse, incontestable, institutionnelle, patrimoniale. Ah, on ne la sifflote pas en sortant, mais on ne la prend jamais en défaut. Elle n'ennuie pas, elle est comme une fondation pour porter l'histoire. À l'Opéra Bastille, en ce printemps, une production magistrale sert ce Hamlet français. Ludovic Tézier est impressionnant de maîtrise, de clarté, de puissance dans le rôle titre. Il développe, outre sa voix fascinante, un jeu théâtral subtil, qui n'est pas dans ses habitudes. Le metteur en scène, Christophe Warlikowski, a su tirer le meilleur de ce chanteur comédien. Il est entouré d'un trio irréprochable avec Lisette Oropesa, Ophélie Cristalline, Ève-Maude Hubaut en Reine Gertrude et enfin Jean Tedjen, infaillible basse en Claudius. Mais surtout, Warlikowski a su créer un univers contemporain apte à résonner avec la folie d'Hamlet. Cela se passe dans une sorte d'asile où vieillards et fous, monarques et manants s'entremêlent. Il y a de l'enfer de Dante moderne dans cette prison mentale. En 1868, après sa création, cet opéra parcourt le monde pendant 5 années de triomphe. En 1921, les États-Unis s'en emparent pour une tournée géante. Puis c'est l'oubli, jusqu'en 1985. Depuis, une vingtaine de versions ont été données. Si l'œuvre n'est pas devenue un opéra populaire connu universellement, elle est le socle solide sur lequel des chanteurs peuvent asseoir leur réputation et des metteurs en scène leur imagination. Et merci beaucoup pour cette chronique, Christophe Barbier. Tout de suite, la chronique émotion de Jérôme Goulon. Radio J, l'émotion de Jérôme Goulon. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle, bonjour Martin. Bonjour. Dans cette chronique, on va parler d'artistes que vous aimez. On commence en musique avec votre artiste préféré, un artiste qui vous a grandement influencé. Il s'agit évidemment de Stevie Wonder. On peut entendre la chanson I Wish, présente sur l'album Songs in the Key of Life, l'un des plus grands chefs-d'œuvre du chanteur, sorti en 1976. Souvent les fans de Stevie Wonder s'accordent à dire qu'il y a 2 albums phares pour Stevie Wonder, Songs in the Key of Life et Inner Vision. Alors cet album Songs in the Key of Life, il est très inspiré de la vie de Stevie Wonder. Exemple avec le titre I Wish qu'on peut entendre et qui est sans doute l'une de ses chansons les plus autobiographiques. Et cette chanson, elle est née d'un pique-nique, aussi incroyable que ça puisse paraître. Alors petit flashback, nous sommes un dimanche d'été en 1976, Stevie Wonder a 26 ans et il participe à un pique-nique organisé par sa maison de disques, la Motown. Et cette sortie lui semble tellement agréable, elle lui fait tellement réaliser à quel point il a gravi les échelons et franchi les obstacles pour en arriver là où il est, que juste après ce pique-nique, Stevie Wonder a envie de raconter tout ça dans une chanson. Il se rend donc dans les studios le soir même où il écrit ce titre quasiment d'une seule traite. Il retrace dans ce titre son enfance, son premier succès dès l'âge de 12 ans malgré sa cécité et malgré, je le cite, le fait qu'il n'était qu'un petit garçon noir et crépu, ce qui à l'époque était un véritable obstacle. Alors peut-être moins aux États-Unis qu'en France, mais c'était quand même pas facile quand vous débutiez dans les années 60, quand vous étiez un petit enfant noir. Dans cette industrie, vous aviez moins de chance que les autres. Et puis c'est aussi l'occasion de rappeler que la couleur de peau de Stevie Wonder n'est pas son seul obstacle dans sa carrière, et aussi incroyable que ça puisse paraître, ce qui a bien failli mettre un terme à la carrière de Stevie Wonder prématurément, c'est sa voix. Je m'explique, nous sommes en 1966, Stevie Wonder a 16 ans, sa maison de disques, la Motown, qu'il a repérée dès l'âge de 11 ans, ne souhaite pas renouveler le contrat du petit Stevie. En effet, la voix enfantine du chanteur a mué et la maison de disques ne croit pas que Stevie Wonder puisse avoir du succès avec une voix d'adulte. Finalement, c'est une productrice, Sylvia Moy, qui parvient à convaincre la maison de disques de prolonger le contrat de Stevie Wonder. On connaît tous la suite et ça paraît incroyable de se dire finalement que la maison de disques ne croyait pas en cette voix, alors qu'on a un autre exemple d'enfant qui peut grandir et avoir du succès, c'est évidemment Michael Jackson. Évidemment, et on remercie cette Sylvia puisqu'on connaît la suite, en effet, le succès que Stevie a connu. Vous connaissiez cette histoire, Martin Rappeneau ? Non, je la connaissais pas, l'histoire du pique-nique. Je crois que j'ai quand même entendu dans un documentaire, mais j'avais oublié. Non, mais c'est dingue. Déjà, rien que de savoir qu'il a 26 ans quand il est en train de faire il a déjà tout ça derrière lui. Il a 26 ans uniquement
quand il fait ce double album qui est totalement mythique et extraordinaire. Déjà, c'est fou et je l'adore. C'est le chanteur préféré de mon père. Et en fait, il y avait les cassettes à la maison, donc c'est comme ça que la transmission est quand même vachement importante en musique. Aujourd'hui, les enfants découvrent tout par eux-mêmes en regardant sur leur tablette les chansons et tout, mais en fait, c'est quand même pas mal quand il y a les pochettes de disques et les disques à la maison aussi. Évidemment, parce que ça nous éduque à cette musique et je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, vous parlez juste de transmission. Dans cet album donc, de Stevie Wonder, il y a aussi une autre chanson qui s'appelle Isn't She Lovely, qui est donc un hommage à sa fille. On rappelle que Stevie Wonder a 9 enfants. Et dans cet album très autobiographique, Isn't She Lovely, il met un cri d'enfant, alors qui n'est pas en réalité celui de sa fille, mais c'était pour rendre hommage à son bébé qui venait de naître. Un album très très autobiographique. Encore une jolie histoire. Autre artiste que vous adorez, Martin Rappeneau, c'est Albin de la Simone. Oui, alors Albin de la Simone, et en particulier la chanson Ta mère et moi, présente sur son dernier album, sorti le 3 mars dernier, c'est tout récent. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Albin de la Simone, il a donc 52 ans, c'est un auteur, compositeur, interprète, un multi-instrumentaliste et très réputé dans le milieu de la musique puisqu'il a collaboré avec de très grands artistes tels que Carla Bruni, Vanessa Paradis, Jean-Louis Aubert, Pomme, Miossec, Arthur H ou encore Alain Souchon, dont on peut dire qu'il est le fils spirituel. Alors dans son album qui s'intitule Les 100 prochaines années, Albin de la Simone nous chante son rapport au temps et aux années qui passent. Il loue le fait qu'il faut savoir vivre dans le présent pour que le futur soit beau, ce sont ses mots. Alors contrairement à Stevie Wonder, lui, il dit n'avoir aucune nostalgie de sa jeunesse. L'artiste dit même avoir tout oublié de sa petite enfance. Et il y a une anecdote assez touchante à ce sujet. En effet, bien qu'il ne disent ne pas aimer cultiver la nostalgie, on remarque que la pochette de l'album qu'on peut peut-être voir en studio et qu'on peut voir aussi sur le Facebook Live le représente lui quand il était petit dans les bras de sa maman. Il y a donc un certain paradoxe que le chanteur explique. Oui. En écrivant l'album, il s'est donc rendu compte qu'il n'avait aucun souvenir d'enfance. Il a demandé à sa mère s'il existait une photo de lui étant petit avec elle. Sa mère lui a répondu que oui et lui a envoyé la photo qu'on peut voir et qui est donc devenue la pochette de l'album. Alors assurément, bien qu'ils disent ne vivre que dans le présent et le futur et ne pas s'intéresser au passé, il semble évident que Albin de la Simone n'est pas aussi détaché de son passé qu'il le dit. Ça ferait un beau sujet pour vous, Cyrielle. Moi j'adore ces histoires de vie, forcément. Il y a un paradoxe total entre ce qu'on dit et l'image qui raconte en fait cette nostalgie du passé et qu'on voit bien sur ces pochettes d'album. L'album est extraordinaire, il est super. Encore un pianiste, moi j'adore les pianistes, je trouve qu'ils chantent. Donc, et là vraiment, très grande chanson, notamment celle-là, et celle qui donne son titre à l'album, Les 100 prochaines années, super. Un album donc à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas Albin de la Simone. On quitte la musique pour de la littérature avec votre œuvre préférée, Martin Rappeneau. Oui, alors il s'agit de V pour Vendetta de Alan Moore, une série de bandes dessinées d'anticipation, j'ai envie de dire, créée en 1982 et dont les thèmes semblent aujourd'hui plus que jamais d'actualité. Alors je rappelle l'histoire pour ceux qui ne connaîtraient pas, nous sommes dans les années 1980, l'Europe, l'Afrique et les États-Unis sont réduits en cendres par des armes nucléaires. Le Royaume-Uni est lui épargné par les bombardements mais subit des inondations suite au dérèglement climatique. On répète que ça a été écrit au début des années 80. Alors dans ce chaos, un régime fasciste prend le pouvoir et procède à une épuration ethnique, politique et sociale sans pitié. Le pays a sombré dans la paranoïa et la surveillance à outrance. Les ennemis politiques sont envoyés dans des camps et la terreur règne en maître. Et puis, en 1997, apparaît alors un héros, un anarchiste anonyme qui commence une campagne afin d'ébranler tous les pouvoirs. Cet anarchiste se fait appeler V et porte un masque que tout le monde connaît bien puisque c'est le masque qu'utilisent les Anonymous, devenu un symbole planétaire de la rébellion et de la résistance à l'oppression. Alors forcément, quand on lit cette série créée il y a plus de 30 ans, on se rend compte que son auteur, un anarchiste assumé, avait pointé du doigt certains thèmes bien avant tout le monde. Alors forcément, vous qui aimez V comme Vendetta, Martin Rappeneau, on a envie de vous demander, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce héros anarchiste ? Alors, dans ma vie, absolument pas. J'aimerais bien, j'adorerais avoir la force politique et apolitique qu'a le héros, mais la BD est totalement extraordinaire. J'ai lu à l'adolescence, ça, et je le relis fréquemment.
C'est une BD qui est démente, c'est démentiel, quoi. Le dessin très sombre et le talent d'Alan Moore, qui est donc le scénariste. Tous les thèmes, tout ce qu'il a écrit là, tellement été récupéré après par la culture pop, dans le cinéma, dans les séries, dans les films, et il était là avant tout le monde. Et c'est au début une petite BD presque indépendante, et c'est devenu un maître étalon à la fois c'est une œuvre littéraire surtout. C'est de la BD, mais c'est totalement littéraire. La façon dont c'est écrit, c'est très bien traduit en français. C'est vraiment une BD que je recommande à tous les gens pour se forger une âme politique, de remettre toujours en question l'information, le pouvoir. C'est très intéressant. Non, puis ce qui est intéressant dans cette bande dessinée, c'est que si la BD avait été écrite aujourd'hui, on pourrait se dire que c'est un peu de la récupération sur des thèmes à la mode. Sauf que non, ça a été écrit dès le début des années 80 et on voit qu'il était très avant-gardiste sur beaucoup de thèmes. Alors il y avait Thatcher au pouvoir, donc il y avait un truc très anti-Thatcher. Et puis il y a surtout la culture et l'influence de 1984 de George Orwell, qui est carrément dans la culture anglaise. Mais il le reprend en le réinventant totalement. C'est une BD qui n'a pas pris une ride. Comme beaucoup d'œuvres, notamment qu'on voit en ce moment, qu'on écoute ou on regarde et on se dit, punaise, c'était très anticipé. Il y a notamment une série animée sur Canal+, là ça m'échappe, mais extrêmement connue, qui avait anticipé beaucoup de choses. Mais ça va me venir, je vous le dirai tout à l'heure. Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Je vais y venir. Je vais le chercher pendant qu'on passe à la suite. On termine avec du cinéma et votre film préféré, Martin Rappeneau. Oui, alors il s'agit de Phantom of the Paradise, de Brian De Palma, un film culte sorti en 1974, directement inspiré du fantôme de l'opéra et qui raconte l'histoire d'un jeune compositeur inconnu, Winslow, qui tente désespérément de faire connaître l'opéra. Et puis son producteur, à la recherche de nouveaux talents et d'une musique pour l'inauguration du Paradise, un palais du rock qu'il vient de faire construire, lui vole alors ses partitions et le fait enfermer pour trafic de drogue. Le jeune compositeur qui a pris 20 ans de prison parvient à s'évader et s'introduit dans l'usine de disques de son producteur qui lui a volé sa musique afin de détruire les fameux disques. Oui, mais voilà, en voulant détruire ses vinyles, son visage est embouti par une machine, il est défiguré et il perd la voix. Alors le malheureux compositeur se confectionne une tenue pour cacher son identité et revient hanter le Paradise en guise de vengeance. Alors à la fois opéra rock, un film d'horreur et comédie, Phantom of the Paradise nous livre une satire indémodable, là encore, de l'industrie culturelle. Alors pour la petite anecdote, les Daft Punk se sont même inspirés du héros en créant leur fameux casque. Et en tous les cas, Martin Rappeneau, entre le héros de V pour Vendetta et celui du Phantom of the Paradise, vous semblez vouer une vraie admiration aux vengeurs masqués qui veulent rétablir la justice. Alors vous n'avez pas dit dans vos goûts musicaux culturels que vous aimiez Zorro, mais peut-être qu'il aurait pu aussi être dans la liste. Alors je sais pas si c'est une coïncidence, mais il y a une morale en tout cas. Ce ne sont pas forcément ceux qui portent un masque invisible qui ont le plus de choses à cacher. Comme le dit un proverbe, parfois ce n'est pas les gens qui changent, ce sont leurs masques qui tombent. Une citation à méditer. Absolument. Et merci beaucoup, Jérôme Goulon. On a dit beaucoup de choses. Alors j'ai retrouvé, c'est les Simpsons, évidemment. Les Simpsons. Qui ont prédit beaucoup de choses. Ouais, c'est américain. Exactement. Et alors là, les Simpsons, je peux vous en parler pendant des heures, je connais tout par cœur. Je ne savais pas. Vous aussi, Annabelle Nakache. Allez, tout de suite, justement, on passe à vous, puisque c'est le coup de fourchette d'Annabelle Nakache qui vous croque sur Radio J. C'est pas grosse. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Je suis dilatée. Radio J. Radio J. Le coup de fourchette. Bonjour Annabelle. Bonjour Cyrielle, bonjour Martin, bonjour Radio JN et Radio J1. Eh bien Martin, j'avoue j'en ai bavé pour écrire cette chronique. Alors pas du tout à cause de vous, je vous rassure. Non, mais parce que mes nouveaux voisins faisaient du marteau-piqueur dans l'appart d'à côté et que ça rajoutait des basses complètement superflues à votre musique. Ah, votre musique, éclectique et fantastique. Chansons d'amour et de douce mélancolie, musique de film et enivrante mélodie. Au fond, y a-t-il un répertoire, cher ami, que tout bonnement vous n'ayez pas encore écrit ? Alors je crois, sous vos yeux ébobis, qu'aujourd'hui, ce coup de fourchette sera un coup de génie. Le génie, car si Michel Berger, William Scheller, Hans Zimmer, Véronique Sanson et Stevie Wonder avaient eu un enfant tous ensemble après une soirée chelou, je crois que ce serait vous, tout simplement. Un homme orchestre à lui tout seul. Alors moi, je suis vraiment très admirative. Vous êtes aussi bien capable de créer des chansons qui donnent envie de tomber amoureux, que d'autres qui donnent envie de rompre d'ailleurs, que d'autres qui donnent envie de se plier en quatre, notamment donc avec la bande originale des Tuches et leurs frites de Noël, ou encore du Petit Nicolas, variété, pop, ballade, musique orientale, mélodie du schnorr, en fait, vous savez tout faire quoi. En fait, vous êtes un peu le top chef de la chanson, si je comprends bien. On vous donne un thème imposé et en 2 temps,
chant, 3 mouvements, une clé de sol et une blanche vaut 2 noirs, bah vous composez vous. Et surtout, vous créez des chansons dans lesquelles on a envie de se plonger nu tout entier. Alors nu, c'est une image, hein, je vous rassure. Je parle de l'âme, bien évidemment. Alors, avec votre dernière chanson, Maintenant, je vous avoue que vous avez remplacé mon monologue intérieur pendant une semaine. J'arrivais même pas à penser, j'entendais que votre voix, voilà. Alors, je crois que vous avez tout compris en fait. Un piano, une voix pure et douce, des mots si bien choisis qui donnent à celui qui vous écoute l'impression d'être compris et à celle qui vous entend le sentiment d'être cueilli. Ah bah moi je me suis sentie cueillie, hein, comme une poire. Ah t'es pas dans la poire? Eh ben maintenant vous y êtes. En fait, vous avez la technique de séduction de génie, en fait. On la connaît tous, la technique de séduction du chanteur, compositeur, lover. Salut toi, tu veux que je te chante une chanson? C'est toi qui me l'as inspirée. Ouais, c'est ça, une chanson et emballer, c'est peser. Et ben vous savez, moi ça n'a rien à voir. Hein. En tant que femme humoriste, quand quelqu'un me plaît, je peux pas lui faire la technique de salut toi, tu veux que je te raconte une blague? C'est toi qui me l'as inspirée. Ouais, c'est ça, un bide et puis déballer, c'est jeter. Voilà, alors... J'ai lu que vous avez déclaré récemment à l'occasion de la dernière Saint-Valentin: je vois du romantisme partout. Oh, c'est beau. Du roman quoi? Non, excusez-moi. Alors, comme il y a beaucoup d'auditeurs qui n'ont aucune idée de ce que ça veut dire, je vais rappeler la définition du romantisme. Le romantisme, c'est le comportement de quelqu'un qui se laisse dominer par l'imagination et qui se passionne pour les entreprises généreuses mais utopiques. Bah en fait, même le dico, il y croit pas du tout. Hein. Le romantisme, en fait, c'est un truc de jeunes étudiants célibataires blindés aux as ou de rentiers. Alors, faut du temps et de l'argent. Ou alors il faut savoir écrire de belles chansons comme vous. D'ailleurs, on parle de romantisme dans l'absolu, mais en fait, entre nous, c'est entendu de tous qu'on attend toujours que ce soit l'homme qui soit romantique. C'est vrai, le romantisme, c'est la parade nuptiale, c'est le prix à payer pour entrer, alors qu'on dit toujours gratuit pour les filles. Hein. Alors, c'est vrai que jamais tu verras un mec attendre d'une femme qu'elle soit romantique. Hein. Non, jamais tu verras un mec dire oh, elle est trop romantique, elle m'a offert un mug avec des cœurs, trop mignon. Non, ils en ont rien à foutre les mecs. Hein. Pour un homme, l'idéal d'une femme romantique, c'est elle est trop romantique, elle est arrivée chez moi, elle avait rien sous son appert, on a fait l'amour tout le quart d'heure, et puis elle est repartie, je l'ai jamais revue. C'est trop romantique. Alors voilà, pour revenir dans le vif du sujet, le romantisme de votre plat préféré est inversement proportionnel à celui de vos chansons. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Je vois venir. Voilà, vous voyez venir. Hein. Mais pour que ça passe mieux, je vais le dire en musique. Maintenant c'est le coup de fourchette de notre interview en tête à tête. Merci de m'avoir fait galérer en me donnant ce plat préféré. Vous c'est les pâtes au thon. Pas grand chose à dire à part que c'est bon. Bonjour l'inspiration. Les pâtes au thon, sérieusement. Ah, vous avez fait fort là. Hein. Mais le pire, c'est qu'en plus, je suis sûr que vous arriveriez même à en faire une chanson d'amour. C'est ça le pire. Une chanson d'amour qui raconterait comment elle l'a quitté un soir d'hiver devant des pâtes au thon. Ce plat qu'elle avait l'habitude de lui cuisiner avec amour, car c'était son plat préféré et que ce soir-là, ce serait le dernier. Martin, pour finir, je vais être honnête avec vous. Évidemment, j'avais entendu parler de vous, bien sûr. Mais je ne vous avais pas véritablement assez entendu à mon goût. Voilà des mots d'ailleurs qui feraient une bonne chanson, je crois. Depuis que je vous ai vraiment découvert, eh bien, vous êtes une révélation pour moi en tout cas. Et j'ai envie de rattraper le temps perdu. Et j'invite tout le monde à savourer votre dernier album et votre génie tout court à l'unisson. Alors, chers amis, bon appétit. Merci beaucoup Annabelle Nakache. Cet album, je le rappelle, il s'intitule Une histoire. Il sortira le 7 avril prochain. Je rappelle également, Annabelle, qu'on vous retrouve sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Annabelle Show, voilà. Annabelle Show. Vous préparez votre nouveau One Woman Show et on peut vous retrouver actuellement dans toute la France avec vos comédies Amour, Action, Vérité. J'en ai plein le couple également que vous jouez, que vous avez coécrit avec votre partenaire de scène Rudy Mayout. Et je crois que vous étiez à Brest là, si j'ai pas de bêtises. À Rouen. Et la semaine prochaine, je suis à Angoulême. Voilà, je suis comme la semaine prochaine. Angoulême. Voilà. Très bien. Je fais comme les politiciens. Je suis en tournée un petit peu partout. C'est très bien. Ça se passe bien. Vous êtes contente? Oui, très contente. Les salles sont remplies, complètes. Donc voilà, on est très heureux de faire découvrir notre humour. On aura justement l'occasion d'en parler jeudi avec Serge Rafal qui nous indique que c'est la fin du Covid. Ah, voilà. Ah bah oui, ça c'est bien pour nous les artistes. Donc c'est bien pour vous les artistes. Ouais, c'est parfait. Et donc les gens reviennent en salle. Exactement. Merci beaucoup. On vous retrouve également en podcast sur le YouTube de Radio J, à radioj.fr et sur toutes les plateformes d'écoute de l'émission. À la semaine prochaine.
Vous restez encore avec nous sur Radio J dans un instant, notre séquence tac au tac également, les questions de nos auditeurs, notre coup de cœur du jour et notre expert Sandy Boulanger pour le portrait de notre invité. Martin, rappelons un peu de musique, évidemment. C'est bien ça d'ailleurs. On écoute maintenant votre single et puis on se retrouve juste après la pause suivie du journal de l'info. Restez connectés. Maintenant que ma vue se trouble et que les années comptent double, maintenant que je sais me taire, mes mots tournent en rond dans l'univers quand résonnent vos pas. Dans la maison, toutes ces voix, je cherche ce qu'il reste de moi. Maintenant que ma vie s'écoule à l'abri du vent, de la foule, maintenant que je sais pourquoi, qu'est-ce que j'en ferais de tout ça quand l'amour se fait doux et qu'il se glisse partout. Je cherche ce qu'il reste de nous. Il y aura toujours les étoiles, le vent pour mettre les voiles. Dans cette course éphémère, rien ne se crée, ne se perd. Maintenant que je n'ai plus peur, que je me repose sur un cœur, maintenant que ma tête est pleine, je voudrais le vide à perdre haleine, qu'on me tienne debout ou que je sois à genoux. Je cherche ce qu'il reste de fou. Il y aura toujours les étoiles, le vent pour mettre les voiles. Tout redevient poussière, rien de sacré ne se perd. Maintenant que ma vue se trouble, que les années comptent double, quand je fais comme je dois, dis-moi ce qu'il reste de moi, dis-moi ce qu'il reste de moi. Radio J. Radio J. Tous les lundis, 21h-22h. Classico. Salut, c'est Steve Nadja. Retrouvez-moi ce soir à 21h pour Classico, l'émission foot de Radio J. Soyez prêts. Coup d'envoi de Classico ce soir à 21h. J'aurai comme invité Raphaël Sebaoun, journaliste sur la chaîne L'Équipe. Radio J. Alexis Lacroix, directeur de la publication Actualité Juive Hebdo. Notre dossier spécial, Israël, ils sont toujours otages. Quel espoir pour leur libération. Dans les arcanes des négociations avec David Meidan. Et puis, le témoignage exclusif du frère d'Avera Mengistou, Ilan Mengistou. Enfin, les bonnes feuilles du livre Événements de Manuel Valls sur le courage. Retrouvez chaque semaine Actualité Juive sur abonnement et en digital sur actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le journal de l'information avec Eva Soto. Bonjour Eva. Bonjour Cyrielle, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité en Israël, un mouvement social et de colère d'une ampleur inédite. La grève générale contre la réforme du système judiciaire. Résultat, plus d'avions à Ben Gourion, même les centres commerciaux ferment peu à peu. Le puissant syndicat israélien, la Histadrout, est donc rentré dans la danse et réclame le retrait de la réforme décriée. L'histoire politique d'Israël a un tournant aujourd'hui. C'est aussi une Arlésienne qui s'appelle Binyamin
Netanyahou. Il aurait dit à l'administration américaine qu'il comptait geler la réforme judiciaire, mais il a déjà reporté à plusieurs reprises sa prise de parole devant les Israéliens. Ilan Grelzamer, professeur à l'université Bar-Ilan, avec Steve Nadjar. Binyamin Netanyahou se trouve dans une situation très délicate. C'est sans doute la raison pour laquelle l'allocution prévue du Premier ministre est reportée d'heure en heure. Depuis ce matin, oui. Depuis ce matin, parce que, disons-le clairement, il ne sait pas trop quoi faire à ce stade. D'un côté, les manifestations contre la réforme judiciaire commencent à déborder vers des manifestations contre le gouvernement d'une façon générale. Et d'un autre côté, il a quand même tous ces durs de son parti, du parti de Smotrich, du parti de Ben Gvir, qui le poussent à ne pas céder. Ilan Grelzamer, professeur à l'université Bar-Ilan, le ministre de la Sécurité nationale, lui, menace de quitter le gouvernement si la réforme du système judiciaire est abandonnée. Itamar Ben Gvir, aussi leader du parti d'extrême droite Otzma Yehudit Force Juive, appelle ses partisans et le camp nationaliste à manifester devant la Knesset, le Parlement où les anti-réformes sont déjà rassemblés. Politique toujours avec le leader de l'opposition, Yair Lapid, qui lui qualifie Binyamin Netanyahou de danger pour Israël. Aux États-Unis, le conseiller à la sécurité nationale appelle le gouvernement israélien à trouver un compromis au plus vite. Assaf Zamir, le consul général d'Israël à New York, lui, quitte son poste. Il avait subi des remontrances après s'être opposé publiquement à la réforme du système judiciaire. Le diplomate affirme que, vu la situation actuelle, il est temps pour lui de quitter son poste et de rejoindre la lutte en faveur de la démocratie dans son pays, Israël. En France, le CRIF réaffirme son attachement absolu aux principes démocratiques de l'État d'Israël et à son unité. Dans un communiqué, le Conseil représentatif des institutions juives de France appelle le gouvernement israélien à suspendre la réforme en cours pour rétablir au plus vite le calme et le dialogue avec toute la société. Dans l'actualité en France, J-1 avant une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites demain. Selon les renseignements généraux, la participation des jeunes aux manifestations pourrait tripler par rapport à la dernière fois. Des manifestations qui ont dégénéré ces derniers temps avec notamment le retour des Black Blocs et des heurts importants qui sont donc à craindre. Une colère qui s'est également exprimée de façon violente ce week-end à Sainte-Soline lors du mouvement contre les bassines, les réserves d'eau destinées aux agriculteurs. Olivier Véran met en cause les propos de Jean-Luc Mélenchon, le leader de LFI, qui a affirmé sur Twitter que c'était la présence policière massive qui était à l'origine des violences. Olivier Véran sur RMC. Jean-Luc Mélenchon, il est insoumis devant les violences policières, mais il est soumis devant toutes les autres formes de violence. Et vous savez pourquoi ? Parce que Jean-Luc Mélenchon et ses amis, ce sont les rentiers de la colère, les rentiers de la misère des petites gens, et ils sont les actionnaires de ces formes de violence. Il faut le contester. Je le dis, il y a d'un côté ceux qui sont prêts à saper nos institutions pour les causes qu'ils servent, et ceux qui les défendent. Et ceux qui les défendent, ils sont de notre côté. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Et merci beaucoup Eva Soto, on vous retrouve à partir de 14h dès demain. En attendant, c'est la suite de notre émission avec mon invité Martin Rappeneau sur Radio J. N'oubliez pas bien sûr de réagir, posez vos questions dans quelques minutes. Pour ce faire, vous pouvez bien sûr nous écrire tous les jours sur notre Facebook Live ou sur Instagram, mais aussi en appelant au 01 53 75 26 26, 01 53 75 26 26. Radio J. Bonjour à tous, c'est Léa Moscona. Radio J. Je vous retrouve tous les matins de 9h à 10h sur Radio J. Les experts ont la parole. Ils nous parlent bien-être, voyage, culture, gastronomie et art de vivre. Le tout dans la bonne humeur. Le 9-10, Léa Moscona. À demain. Radio J. Vos placards débordent de vêtements que vous ne portez plus ? Ne les jetez pas. Donnez-les à Coupe à Taïr et aidez les plus démunis. Pour donner facilement vos vêtements, déposez-les dans une de nos boutiques, dans nos containers ou lors de nos collectes fixes dans les communautés. Vous pouvez aussi organiser une collecte à domicile. Envoyez simplement un message WhatsApp au 0800 525 523 et nous vous enverrons un formulaire à remplir. Visitez notre site web coupeataïr.com ou contactez-nous au 0800 525 523 0800 525 523.
À l'occasion des fêtes de Pessah, aidez Mazon à soutenir des familles en difficulté. Grâce à vos dons, ils recevront des colis de plus de 80 produits. Un colis pour une famille, c'est seulement 60 €. Prenez en charge 3 familles, soit 180 € et recevez une magnifique Haggadah Collector créée par l'artiste Alain Kleinman. Mazon, 34 rue des Grilles, 93 500 Pantin. Dons sécurisés sur mazon.org. Serfa en retour, 01 48 21 00 30. Grâce à Or Layeladim, plus de 300 familles démunies reçoivent, pour passer dignement les fêtes juives, des colis personnalisés réalisés par des bénévoles et des enfants d'école partenaires. Or Layeladim a besoin de vous pour les aider. Donnez sur allodon.fr/or-la-yeladim. allodon.fr/or-la-yeladim. L'association Or Layeladim, avec le soutien de Home to Home Immobilier, spécialisé dans la gestion Airbnb et la vente de biens à Paris. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de nous rejoindre si c'est le cas, si vous êtes avec nous depuis le début. Merci pour votre fidélité avec mon invité aujourd'hui, Martin Rappeneau, pour son album Une Histoire. Il sort le 7 avril. Vous serez en concert, je le rappelle, aux Étoiles le 12 avril et au Café La Danse le 27 septembre prochain. Et tout de suite, on va passer à la séquence tac au tac. Martin, 10 questions, 10 réponses courtes en 2-3 mots. On y va ? Waouh, ouais, ok. C'est parti. Qu'est-ce que la recette de l'amour, Martin Rappeneau ? La patience et la tolérance. Le ou les sujets qui vous préoccupent le plus en ce moment? L'écologie et l'écriture, comment écrit mon fils, sa méthode d'écriture, je trouve qu'il écrit mal, donc il faut qu'il écrive mieux. Si vous pouviez changer de peau, vous seriez qui ou quoi? Je serais un chef d'orchestre dans un grand orchestre symphonique, voilà. Quel est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire? Ta chanson me parle. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou pour une personne ou pour vous-même? C'est terrible parce que je pense que je manque beaucoup de folie dans ma vie. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de plus fou pour moi-même? Je sais pas, jeûner un jour peut-être. Kippour, il y a Kippour pour ça. Il y a Pessah bientôt. Et il y a Pessah bientôt. La plus belle qualité humaine pour vous, qu'est-ce que c'est? La générosité. Vos 3 grands plaisirs du moment ou dans la vie? Chanter, faire l'amour, boire. Votre surnom, Martin Rappeneau? Mon frère m'appelle Pérou. Pérou. Pourquoi Pérou? Je n'ai aucune idée, c'est un pote à lui qui avait un jour trouvé ça et il a dit super Pérou, donc on appelle Pérou. Et c'est resté. Votre philosophie de vie, Martin Rappeneau? Ma philosophie de vie, j'aurais dû réfléchir avant. Je sais, écouter de la musique. Votre prochain rêve à accomplir? Mon prochain rêve à accomplir, me remettre sérieusement à la gym. Le dernier mot ou la dernière phrase que vous aimeriez prononcer? C'était pas mal. Notre émission continue avec nos auditeurs qui vous demandent si c'est pas mal, et c'est pas mal, on continue sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Avant de passer aux auditeurs, j'ai une question, moi, Martin Rappeneau, parce qu'on en a parlé en off il y a quelques secondes, mais il paraît que vous êtes d'obédience, comme on dit. Alors, pas complètement, parce que j'ai été baptisé, mais oui, toute la famille de ma mère est juive. Et après, ma mère et ses sœurs sont nées avant la guerre. Et, l'histoire de cette religion et l'histoire de France fait qu'ils ont été baptisés, se sont cachés pendant la guerre. Mais voilà, mais mon grand-père et ma grand-mère sont juifs du côté de ma mère. D'où? Ma grand-mère de Leipzig, donc frontière allemande-polonaise, et mon grand-père est né en France, mais on pense que venait du nord de l'Europe. Est-ce que du coup ça vous a donné envie de faire les fêtes? Par exemple, vous le savez mieux que moi, entre guillemets, vous l'avez dit il y a 2 secondes, c'est bientôt Pessah. Ouais. On a parlé de Kippour il y a une petite seconde. Est-ce que vous pratiquez, si je peux dire ça comme ça, ou c'est quand même dans votre cœur, ou finalement vous le savez mais c'est tout? Non, je pratique pas. C'est dans mon cœur. Par contre, la mère de mes enfants et son père est juif et on a fait des fêtes ensemble, et mon amoureuse aujourd'hui est
est juive aussi, et je fais certaines fêtes avec elle. Voilà, elle s'appelle Torchman. Donc voilà, on fait. Voilà. Et ben voilà, et bien on sait tout même. Et c'est très plaisir. Merci de nous avoir confié ça. Une question de Gisabelle qui vous demande quelle est votre plus belle chanson selon vous? Que j'ai écrite moi. Ouais. Je vais répondre une réponse un peu langue de bois, mais elle est encore à venir. Et c'est une très bonne réponse. Une question d'Isaac. Est-ce que vous voudriez jouer ou faire comme votre père un film au cinéma? Je vais vous dire, Martin Rappeneau, depuis que je vous écoute tout à l'heure, moi je sens une transmission très forte de votre père vis-à-vis de vous. Vous allez me dire si c'est vrai ou pas. C'est vrai. Mais je sens vraiment depuis le départ, et puis même quand on regarde votre carrière, on sent cette envie peut-être soit de faire plaisir, ou en tout cas ce côté perfectionniste qu'avait votre père dans le cinéma. Oui, il m'a évidemment transmis ça. Je dis qu'il m'a transmis le doute créatif, et lui, en termes de doute créatif, comme il faisait un film tous les 8 ans, mon père est encore vivant, je parle imparfait, mon père est toujours là. Oui, il m'a transmis ça, et moi, ça me titille parfois de faire des films. Alors, je parle beaucoup de cinéma. Ma compagne est productrice de films et de documentaires. Mon frère fait des films. Je parle cinéma tout le temps, en fait. Et on me demande d'ailleurs beaucoup de conseils. J'ai beaucoup de copains qui sont aussi metteurs en scène. Ma meilleure amie, c'est Alice Vinocourt, qui est metteur en scène. Je parle cinéma, donc ça, c'est dans ma vie de tous les jours. Moi, faire un film, je sais pas. La musique est une telle passion et puis faire la musique de film et déjà en fait participer d'une certaine aussi, manière à l'écriture. On verra. Blineder, comme on dit. Avez-vous pensé à écrire ou composer aussi pour produire également des artistes? Une question de Sandra. Alors j'ai fait des chansons pour Amel Ben, j'ai fait des chansons pour Julie Zenati, j'ai fait des chansons pour une chanson qui s'appelait Pauline, mais à la fois j'aime bien ça, mais je sais pas si je suis vraiment. En gros, l'intérêt pour moi de faire une chanson pour d'autres, c'est de lui faire un énorme tube. Mais je dis pas ça dans un truc mercantile. Je fais une chanson importante pour cette personne-là. Sinon, je trouve que ça a moins d'importance. C'était le grand talent de Gainsbourg de savoir faire des chansons mythiques pour ses interprètes. Je vous pose cette question parce qu'il y a beaucoup d'artistes en développement qui sont en train d'émerger, que je reçois moi-même tous les jours. Et ces gens, ils ont besoin de gens comme vous, avec un talent qui est confirmé, pour les pousser justement à trouver ce titre-là. Alors oui, Amel Ben, tout cela, mais c'est des gens qui sont confirmés. Ouais. Il y a des gens qui ont ce talent, mais qui sont encore en train de tâtonner. Est-ce que ce serait peut-être une envie, ça, à un moment donné? Peut-être pas forcément maintenant, mais... qu'il me contacte sur 3615 Code Martin. Franchement, non, mais un message de quelqu'un qui m'envoie un lien en me disant, voilà, il y a ça, je chante, et ça me plaît, je contacterai la personne si je sens quelque chose. Je vous pose cette question parce que c'est ce qui vous est arrivé aussi. Et vous avez parlé de transmission plus d'une fois. Vous avez donné cette maquette, on a cru en vous, et aujourd'hui, voilà Martin Rappeneau. Non, mais c'est vrai, franchement, j'y crois à fond. Il y a plein d'histoires dans l'histoire de la musique où il y a des chemins de hasard ou de volonté de la personne qui a rencontré quelqu'un et qui, parce qu'il a du talent, arrive à convaincre. Mais ça, bien sûr, il faut jamais lâcher. Je reçois pas 1000 courriers et 1000 messages, mais si un coup je sens qu'il y a quelque chose qui me parle à moi, je suis pas évidemment. J'ai pas la science infuse pour savoir qui est bon, qui est pas bon. Évidemment. Si ça me parle ou je vois une lumière, j'irai. Merci Martin Rappeneau. Justement, on parle de coup de cœur artistique comme ça. On va en découvrir un tout de suite. C'est un jeune artiste qui s'appelle Jonas Kersner. Il est en duo avec Alberta Will. C'est sur le titre Miroir que l'on va écouter. Et il a une histoire, ce titre. C'est un hymne, l'hymne de l'association Princesse Margot. On découvre et on en parle avec lui en direct sur Radio J. Y'a lui qui allume sa télé, rien que pour insulter des morts. Et y'a lui, ne pleure pas, il dit qu'un tel changera le décor. Si y'a lui, pense qu'il a raison, c'est qu'il exprime bien ses torts. Un mouton, face à un politicien, pense qu'un discours est fait d'or. On pleure quand on est fort, on pleure parce qu'on est fort. On pleure pas parce qu'on est faible, mais parce qu'on a fait trop d'efforts. Et forcément j'admets que j'ai dû pleurer cette nuit. En revanche, je ne renonce jamais. Je pleure, mais je ris. Et pour y croire, il faut s'y voir, faire effondrer sa tour d'ivoire. Des
descendre en bas, loin de son miroir. Et pour y croire, il faut s'y voir. Tu peux toujours écrire l'histoire avec ta plume, à l'encre de tes larmes. Étoile guerrier, comme moi, tu traverses la mer de vie. On te dira qu'il ne faut pas pleurer, mais je te dis mer de vie. Vis pour tes rires, vis pour tes larmes, et là tu deviendras riche. N'attends pas le Père Noël, deviens le père de fils. Et pour y croire, il faut s'y voir, faire effondrer sa tour d'ivoire, descendre en bas, loin de son miroir. Et pour y croire, il faut s'y voir, tu peux toujours écrire l'histoire avec ta plume, à l'encre de tes larmes. Demain est un océan, aussi salé que sous ta paupière. Si tu y nages, c'est que t'as su rire hier. Alors vas-y mon pote, chiale un bon coup pour pas crier. Tu peux toujours rugir, tant que le sourire y est. Et pour y croire, il faut s'y voir, faire effondrer sa tour d'ivoire, descendre en bas, loin de son miroir. Et pour y croire, il faut s'y voir, tu peux toujours écrire l'histoire avec ta plume, à l'encre de tes larmes. Et oui, c'était le titre à l'instant de Jonas Kersner et Alberta Will qui s'appelle Miroir. Bonjour Jonas. Bonjour, merci beaucoup d'être avec moi sur l'antenne de Radio J. Avec nous, on va vous découvrir donc en invité coup de cœur aujourd'hui. Vous êtes auteur, interprète et vous chantez sur ce titre en duo avec Alberta Will. De quoi parle cette chanson Miroir et quel est le message pour vous dedans ? C'est une chanson qui s'adresse à beaucoup de monde, mais en première ligne de cette armée, il y a plein de petits guerriers, des petits guerriers que j'ai eu l'occasion de croiser. Je m'en suis d'abord tenu assez loin. En fait, mon combat personnel m'a amené à les fréquenter et j'ai pas tout de suite voulu m'immerger et leur dédier ma plume, parce que j'écris depuis que j'ai 11 ans, j'écris depuis très longtemps. Et mais à force d'expérience et plus le temps passait, plus je me suis senti obligé de leur parler. Donc je parle à un peu tout le monde, tous ceux qui peuvent traverser des combats, des tempêtes et qui ont besoin un peu de soleil pour traverser ces tempêtes et naviguer à travers ces périodes difficiles qu'on peut traverser. Et donc ces petits guerriers-là, en l'occurrence, c'est en première ligne, encore une fois, c'est les enfants atteints de cancer. Donc en l'occurrence, j'ai offert cet hymne à l'association Princesse Margot, c'est une association que je connais bien. Je parlais de mon histoire personnelle parce qu'en fait, c'est ma mère qui a créé cette association. Muriel à table. C'est ça. Et voilà, donc c'est une association qui est dédiée initialement de son nom à ma sœur aînée. Et c'est pour ça que ça fait longtemps, plus de 10 ans maintenant que je connais cette association, puisqu'elle est née en même temps qu'une tempête, j'en parlais tout à l'heure, que j'ai pu traverser il y a longtemps. Et mon premier réflexe a été tout de suite de m'en tenir loin et de me construire, de dédier ma plume à des fictions, à de la poésie, à de la découverte, à de l'aventure et pas à ces choses personnelles. Et en l'occurrence, aujourd'hui, je me sens un peu plus en phase avec ce passé-là et j'ai voulu écrire. Il y a plusieurs morceaux que je sors en ce moment. Et vous êtes en train de tout dire là. Ouais, c'est vrai. Je brûle les étapes. Ne nous dites pas tout, Jonas. Non, on vous écoute bien sûr. Ça marche. En effet, vous écrivez, vous composez et vous criez. C'est ce que vous dites dans votre dossier de presse. Et c'est vrai que ce mot m'a écriant, comme on dit. Depuis l'âge de 11 ans, vous avez publié plusieurs livres. Vous avez travaillé pour d'autres artistes également. Vous avez écrit de la poésie. Donc l'écriture, c'est un peu votre ADN. On l'entend aussi sur ce titre qui est plus chanté, mais ça vous plaît pas, plus slamé, ça vous plaît pas non plus. Est-ce qu'on peut dire conté par vous ? On peut dire conté. Moi, je suis absolument fasciné par la manière de s'approprier un texte et je considère qu'il y a tellement de voix qui sont perdues. De manière de faire, oui. Ouais, il y a beaucoup de manières de le faire et il y a des voix qui sont perdues dans l'histoire, énormément de poètes qu'on peut pas écouter alors que la poésie ça a toujours été fait pour ça, hein, pour être déclamé et j'ai une part de frustration en moi qui me dit oh là là mais j'aurais voulu entendre Verlaine, j'aurais voulu entendre défoncer dans un bar comment il déclamait devant tout le monde et j'ai la chance aujourd'hui quand je regarde une vidéo de Jacques Brel par exemple
de me dire waouh, la manière dont il a interprété ce texte magnifique. Si j'avais lu ce texte, il aurait été magnifique. Mais la manière dont il l'a récité, chanté, on peut dire ça de plein de façons parce qu'il le fait de façon particulière. Je suis trop heureux et ému de pouvoir l'écouter. Et c'est vrai que le chanter, ça veut tout dire et rien dire. En fait, on fait vivre un texte par l'énergie qui nous porte et il y a 1000 manières de le faire. Le rap, le slam, le chant, c'est tellement hybride. Jonas Kersner, ce titre Miroir, il fait partie d'un EP que vous êtes en train de sortir avec 4 morceaux plus acoustiques, plus personnels, qui va s'appeler Demain. On va écouter un tout petit bout de Solal que j'ai choisi. Trop de fêtes impures qu'il faut goûter pour se connaître. Va danser. Il faut briser des œufs pour faire une omelette et observe les autres. Ils sont un miroir qu'il ne faut omettre. J'apparaîtrai à toi, comme dans Hamlet. Ah, le plus dur, c'est d'admettre. Écoute-toi, oublie-toi. Écoute-moi, rendors-toi, oublie-moi. Fallait voir leur pouvoir, c'est de croire en toi. Mais le soir, rejoins ton miroir. Toujours ce miroir. Qu'est-ce que veut dire le miroir pour vous? Le reflet de quelque chose, d'une histoire, d'un combat. Jonas? Le miroir, c'est un symbole de soi. Et soi, c'est toujours faux. En fait, et en même temps, c'est hyper important. C'est-à-dire que dans cette chanson-là, en l'occurrence, elle dit Ava, qui chante sur les morceaux qui sortent en ce moment, qui du coup c'est pas miroir. Elle dit rejoins ton miroir. Mais elle le dit après. Enfin, il y a un mouvement de retour vers le miroir, alors que dans la chanson Miroir, on invite un peu l'auditeur à descendre de sa tour d'ivoire loin de son miroir. Donc c'est pas le même mouvement. C'est 2 mouvements essentiels. Il faut parfois y revenir et parfois le détruire, s'en éloigner. Il y a l'introspection. Il y a un moment où il faut se regarder, c'est le miroir, c'est on y retourne. Et il y a un moment où il faut se détacher de soi parce qu'il faut aller vers l'autre. Et dans Miroir, en l'occurrence, la chanson offerte à l'association Princesse Margot, j'incite au combat ou au soutien qu'on peut apporter aux petits guerriers. Donc il s'agit vraiment de se détacher de soi pour aller vers l'autre, pour lui tendre la main. Merci beaucoup. Merci Jonas Kersner d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio J. Merci à vous. On découvre cette EP où? Dites-nous tout. Alors les morceaux, ils sortent en ce moment, il y en a un par semaine, ils sortent les mercredis, ils sont sur toutes les plateformes. Miroir, c'est sorti il y a 1 mois. Et il y a un morceau assez spécial qui sort mercredi, parce que c'est un morceau dans lequel je m'adresse directement à ma sœur, et ça c'est la première fois que je le fais. Il y en a un qui sort. Il va s'appeler Attends. Et il y en a un qui sort dans 10 jours, c'est le dernier morceau de l'EP. Il y en avait un tous les mercredis en ce moment. Eh bien, on va continuer de vous suivre. Merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui. Coup de cœur sur l'antenne de Radio J. Je rappelle aux auditeurs que si vous voulez vous aussi nous faire découvrir votre musique, votre univers, votre projet, vous pouvez tout à fait le faire en écrivant sur le site de Radio J ou sur notre Instagram. Tout de suite, le portrait de notre invité. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Le portrait psychologique. Et comme toujours à la fin de cette émission, on a pour habitude ces minutes que nous avons passées ensemble, Martin Rappeneau, et vous me voyez tout à l'heure parler avec Sandy Boulanger, et donc c'est dans les mains de Sandy Boulanger. Bonjour Sandy. Bonjour Cyrielle. Bonjour Martin Rappeneau. Bonjour. Alors ne vous inquiétez pas, vous allez voir, c'est simplement de pouvoir poser quelques traits sur votre portrait qui ont été partagés aujourd'hui tout au long de cette émission où nous avons eu le temps de vous découvrir autrement. Alors Cyrielle, vous aviez commencé en lui disant que il était celui qui parlait le mieux d'amour dans la France. Et puis vous avez rajouté, vous Martin, qu'en fait l'amour de la musique ça vient avec les hormones parce que c'est une relation passionnelle. Alors on sent que vous êtes un homme passionné, pudique et discret, mais qui semblait être apaisé aujourd'hui. Oui, vous semblez tranquille avec qui vous êtes, en démontrant que de naître dans une grande famille à succès n'est ni une gloire ni un fléau, mais c'est une expérience de vie qui amène tout autant de storytelling à transcender que dans un autre style de famille. Vous dites aussi que dans la mélancolie, c'est la joie dans la tristesse. Il y a une pulsation comme ça, une pulsion de vie. Vous dites aussi que vous avez une volonté de faire des classiques instinctifs. Alors je me dis que vous avez certainement envie de laisser une trace pour métamorphoser la finitude, Martin ? Oui, ça sans doute. Enfin, laisser une trace.
comme j'ai dit la phrase qui m'est venue, de dire c'était pas mal, de dire alors c'était comment cette chanson, moi c'était pas mal de pouvoir ouais, il doit avoir un peu de ça. Et puis la peur de la mort, je vous en parle pas. Ouais. D'ailleurs, votre formulation, elle est négative. C'était pas mal. Peut-être que dans quelques temps, vous pourriez dire c'était super. Absolument, c'est très juste. C'est vrai, c'est ce que vous dites. Alors, vous parlez de l'acceptation d'un bout de chemin qui a été fait par rapport à tout votre parcours, dans votre carrière, mais j'ai envie de vous dire, sûrement dans votre vie privée aussi. Vous dites qu'il faut dépasser le passé et toujours viser le ciel. Alors on sent que vous avez une grosse énergie, que votre pulsation elle est quand même très active, et vous avez pourtant une posture très relâchée, une voix très calme. Ça sent l'énergie apprivoisée, peut-être freinée aussi, puisque vous dites manquer de folie. Alors, elle est peut-être marquée du doute créatif paternel, de devoir rentrer justement un peu dans des cases et dans une lignée. Mais vous avez de cela un sens profond du grand et du beau, avec le sens de l'importance du résultat. Bien sûr, derrière, il y a une exigence qui façonne le faire, et certainement un peu beaucoup passionnément l'être. Alors Martin, je vais terminer là-dessus. Non seulement on vous attend, toujours et encore, mais en plus on vous dit oui pour de nouvelles aventures existentielles sous vos musiques. Merci beaucoup. Et merci à vous, Sandy Boulanger, pour ce très joli portrait que vous voyez donc très juste, Martin. Ouais, il y a des choses qui tapent dans le mille. Merci beaucoup, Sandy Boulanger. À la semaine prochaine sur Radio J. On finit cette émission, Martin. C'est passé vite. C'est passé comme une lettre à la poste. Une lettre à la poste, merci. Il n'y a plus de lettres et plus de poste. Mais Merci Martin Rappeneau. Je rappelle votre dernier et 4e album, Une Histoire. Il sort le 7 avril. Soyez au rendez-vous. Vous serez en concert aux Étoiles le 12 avril. C'est complet, mais on peut aller au Café La Danse le 27 septembre prochain. Merci pour cet échange. Un tout petit mot de la fin, si vous voulez. Tout petit mot de la fin, c'était pas mal. Une seule phrase, c'était pas mal. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir accueilli. C'était un plaisir de parler avec vous et de me raconter, de vous écouter parler de mes chansons. C'était super. Et c'était un plaisir de vous avoir aussi sur l'antenne de Radio J. Merci à vous, Martin Rappeneau. Merci à l'artiste Jonas Kersner d'avoir été mon coup de cœur aujourd'hui sur l'antenne de Radio J. EP à découvrir sur toutes les plateformes streaming. À la réalisation audio et vidéo aujourd'hui, Benjamin, Arnaud et Philippe Sinclair, surtout derrière la console aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain dès 15h avec mon invité David Castello-Lopez, un personnage haut en couleur, vous le verrez. À demain, belle journée à tous et puis bien sûr, bonne journée sur Radio J.